Aujourd'hui, notre budget n'est malheureusement pas encore atteint. Par conséquent, nous n'avons pas peur de dire que la rébellion est entre vos mains. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Didier Favre. Bonjour monsieur. Bonjour aux téléspectateurs. Didier Favre, vous êtes docteur d'État en sciences politiques et vous signez ce petit ouvrage passionnant, Les Jaunes, un syndicalisme tricolore, le syndicat qui défia la CGT, publié par la Nouvelle Librairie Édition. Alors, ce syndicat jaune, moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Il a été créé à la toute fin du 19e siècle, en 1899, au Creusot, avec des ouvriers qui, alors là, refusent de faire la grève et refusent l'affrontement avec le patronat. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette nouvelle tendance qui était quand même opposée à celle des syndicats rouges révolutionnaires ? Là, vous évoquez la grève du Creusot, il y en a d'autres à la même époque, toujours en 1899, je pense à celle de Montceau-les-Mines. Effectivement, il y a eu une vague de grèves, et face à ces grèves, certains ouvriers, au début, suivaient les grèves, mais enfin, la grève allait beaucoup trop loin, c'est-à-dire, n'oublions pas, c'est une époque très particulière, c'est-à-dire que la CGT, qui s'est fondée en 1895, était animée par des anarcho-syndicalistes et des syndicalistes révolutionnaires. Au programme, le sabotage, le boycottage, la révolution prolétarienne en chassant non seulement les employeurs, mais les gouvernants. Donc il faut bien voir la tendance de l'époque. Et il y a tout un certain nombre d'ouvriers qui disent non, nous on est pour des réformes sociales, mais ça va trop loin. Et ce que l'on espère, eh bien, engageons le dialogue avec le patronat, eh bien là on peut peut-être également faire des avancées sociales sans que ça provoque aussi la misère des familles. Il faut voir toujours le contexte de l'époque. Oui, il disait que la grève, ça mène à la ruine de l'entreprise et du salarié, quoi. Et du salarié, et de sa famille, et des enfants. Donc il n'y avait pas des caisses chômage, ni des choses de cet ordre, pas d'assurance sociale non plus. Et donc, collaboration de classe entre le prolétariat et le patronat. Exactement, entre ouvriers et patrons, essayons de trouver un terrain d'entente pour améliorer donc le sort des ouvriers. Alors, ces syndicalistes, ils s'opposent par principe, pas par principe à la grève, mais ça reste l'outil en dernier recours, une fois qu'on a utilisé tous les pourparlers en amont, quoi. Exactement, une fois qu'on a utilisé tous les pourparlers, la négociation, et de façon ultime, après que toutes les rencontres aient pu avoir lieu, eh bien, on peut faire grève. Du reste, dans la pratique, parce qu'on dit toujours jaune, maintenant le terme a vraiment mauvaise presse, c'est-à-dire s'il y a une bataille qu'ils ont perdue, les jaunes, c'est bien la bataille du vocabulaire, parce que maintenant, un jaune, c'est un briseur de grève. Mais ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que les choses sont plus compliquées à l'époque. Du reste, à l'époque, un briseur de grève, on ne l'appelait pas un jaune, mais on l'appelait un renard ou un Judas. Mais bon, par la suite, eh bien, comme je le disais, ils ont perdu la bataille du vocabulaire. Un jaune, c'est devenu un briseur de grève, mais les choses sont plus compliquées. Si on se réfère au dernier conflit qu'il y a eu à propos de l'essence, par exemple, la CGT était jusqu'au boutiste, d'autres syndicats ont signé un accord, et la CGT traitait ces autres syndicats de syndicats jaunes. Alors ces syndicats jaunes, ils sont un petit peu ce que sont les syndicats allemands aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez. Ils sont pour la négociation. Ils veulent éviter les grèves et donc ils négocient avec le patron sur un certain nombre de concepts. C'est quoi ces concepts pour empêcher les grèves? Vous les évoquez, il y a la retraite, le repos dominical, l'accession à la propriété. Exactement. Donc vous évoquez, oui, le repos dominical n'existait pas à l'époque. Et donc, effectivement, et c'est avant tout, on y viendra je pense, parce que leur doctrine c'était le propriétisme, eh bien c'est avant tout que chaque salarié
possède. Et pour ça, il y a différentes formules. C'est fondé sur l'intéressement et sur les participations. Donc, en fin de compte, si on fait toujours une allusion contemporaine, c'était un peu les formules que prônait le général de Gaulle avec la participation. Exactement, l'intéressement, le fait que les ouvriers produisent et un petit peu le retour de leur production. Et même ça va un peu plus loin avec l'actionnariat. À l'époque, on parle de nationalisation des chemins de fer, et dans le programme des Jaunes, c'était non pas la nationalisation, ils s'opposaient à ça, mais qu'il fallait tout diviser en petites actions dont les salariés des chemins de fer auraient pu être propriétaires. Alors, à leur début, ces jaunes se réclament du véritable socialisme français. C'est quoi le véritable socialisme français ? Alors, véritable socialisme français, les jaunes naissent, c'est vrai, vous l'avez dit, en réaction aux grèves. Mais, ils sont particulièrement importants de 1904 à 1909, mais ils naissent à partir de 1899 en réaction aux grèves. Mais ils ne veulent pas non plus apparaître uniquement comme un syndicat de réaction. À partir de là, de qui peuvent-ils se réclamer ? Ils scrutent l'histoire du mouvement ouvrier, ils se réfèrent aux corporations d'Ancien Régime, mais ils ont une doctrine un peu floue quand même. Et donc, comme ils suivent l'émancipation ouvrière, ils se réclament aussi de la Révolution de 1830 et de 1848. Et on arrive au début du socialisme français avec leur grand homme, si l'on peut dire, il s'agit de Charles Fourier, l'apôtre des phalanstères. Alors je ne sais pas si les barricadiers de mai 68, ils se réclamaient de Fourier, mais là c'était plutôt d'une autre orientation, de type un peu communauté sexuelle, mais en fin de compte pensaient que, les jaunes se réclamaient de Charles Fourier. Alors ce n'est pas eux-mêmes qui s'en réclament, si, ils s'en réclament, mais c'est même les héritiers de Charles Fourier. Sa grande époque, c'était dans les années sous Charles X et sous Louis-Philippe, mais le mouvement fourriériste s'est amoindri, mais les héritiers de Fourier disaient, oui, les jaunes appliquent son programme de coopération entre le salariat, entre les salariés, les patrons, et donc cela formait une communauté de travail. C'est un peu du fourriérisme amoindri, mais tenons-nous à ce que disaient les héritiers de Fourier dans leur organe La Rénovation, les jaunes, ceux qui mettent en pratique des idées fourriéristes. Mais alors ce socialisme français n'est pas marxiste. Il est même très opposé au marxisme, et du reste Marx a dénoncé ce type de socialisme. On pense tout de suite à Proudhon, à Fourier, c'est ce qu'on appelait, c'est ce que plutôt Marx a appelé les socialistes utopiques, mais en fin de compte, chez ces socialistes utopiques, tant Proudhon que Fourier, il y a des éléments concrets tout à fait utilisables. Et puis c'est un socialiste qui n'était pas pour la dictature du prolétariat, bien entendu, qui était un socialiste qui voulait respecter les libertés. Alors, ce socialisme français dont se réclament au début les jaunes va être un petit peu en contradiction avec cette idéologie que vous évoquez tout à l'heure, celle du propriétisme, qui peut se résumer ainsi, vous le dites dans votre ouvrage, il faut que tout le monde possède. Alors, comment ils vont un petit peu faire le tri entre ce socialisme et le propriétisme pur? Oui, mais socialisme, c'était une formule aussi. Ouais. C'est vrai que quand ils se réclament du socialisme, du reste, en 1902, 1903, Biétry avait couronné ses syndicats d'un parti socialiste national. Mais en fin de compte, il a abandonné le terme parce que pour lui, le terme socialiste est condamnable en soi. Ça signifie un partage de la propriété et lui veut absolument diffuser la propriété par tous les moyens. Alors, quelquefois un peu flou, faut pas non plus trop rêver sur les théories jaunes, mais enfin c'est intéressant à noter que, en tout cas pour l'époque, c'était très très progressiste d'une certaine façon. Donc ils ont des formules très dures contre le socialisme marxisant, c'est la doctrine de l'escroqueur, celui qui ne possède rien est naturellement porté à détruire. Voilà, c'est même du point de vue, on l'a vu du point de vue économique, mais là c'est même du point de vue psychologique, effectivement. Pourquoi les jaunes assimilent les socialistes à des agents de la spéculation ?
Parce que j'ai évoqué la tendance anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire qui veut à la fois abattre le capitalisme et le gouvernement et les gouvernants, mais il y a aussi une tendance au sein de la CGT à l'époque socialisante, socialiste pour faire une alliance avec le Parti socialiste de l'époque. Et parmi ces socialistes de l'époque, il y avait de nombreux directeurs de journaux. Donc avec ces directeurs de journaux, on pouvait effectivement faire jouer à la hausse, à la baisse, effectivement, en jouant avec les actions. Bon, ça fait un peu partie c'est peut-être un peu, à mon avis, une faiblesse c'est un peu pour attaquer de front les socialistes. Mais bon, il faut un peu en prendre et en laisser. Alors, on peut peut-être faire encore un parallèle avec la situation qu'on a vécue il y a quelques années avec l'émergence des Gilets jaunes. Je vous cite, les producteurs, c'est-à-dire les ouvriers, les patrons et les commerçants n'ont qu'un ennemi, les parasites parmi lesquels figurent les financiers cosmopolites, les politiciens et les fonctionnaires. Est-ce que les Gilets jaunes pourraient s'apparenter à ces jaunes du début du XXe siècle ? C'est toujours un peu délicat à répondre. Bon, par un côté révolte, mais moi je pense plutôt à la révolte qui a eu lieu en 1956 avec des commerçants, avec Pierre Poujade, d'où le nom de poujadisme. Pourquoi j'évoque plutôt le poujadisme que les Gilets jaunes ? C'est parce que Poujade, on pense aux commerçants, mais il a essayé de lancer aussi un mouvement ouvrier syndicaliste avec les syndicats unitaires du travail, qui n'ont pas remporté le même succès que les jaunes à leur époque. Mais il y a C'était la classe moyenne, quoi, déjà. Il y a un côté populaire, sans contester la nation, en disant la nation doit nous protéger. Et donc on retrouve un peu ça par ce biais-là, c'est vrai. Alors, ils vont s'inspirer aussi, ces jaunes, de l'Ancien Régime, avec ces corporations ouvrières. Comment ça fonctionnait ? Pourquoi ils avaient envie de ce retour à ces corporations ouvrières qui avaient été, après la Révolution, au moment de la Révolution, annulées avec la loi Le Chapelier ? Parce que, donc bien sûr, il y a un développement de l'industrie particulièrement important en ce début de siècle, en début du XXe siècle, mais eux estiment que parmi le corporatisme, il y avait quand même des choses qui méritent d'être sauvées, à savoir un état d'esprit. C'est pour ça que dans les bourses libres du travail, qui n'étaient pas avec les bourses du travail subventionnées dont faisaient partie les syndicats qui adhéraient à la CGT, eh bien, avec les bourses libres du travail, on reconnaissait particulièrement le métier. Il y avait les ébénistes, et parmi les ébénistes, il y avait un savoir-faire, parmi les peintres, et donc ils voulaient réacclimater à la grande industrie, si possible, il y a toujours aussi quelquefois un peu un côté utopique, cet esprit des corporations qui, effectivement, valorisait l'ouvrier. Pour eux, eh bien, le travail de l'ouvrier mérite d'être valorisé. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, cette loi Le Chapelier ? C'est la suppression, c'est-à-dire elle a fait que les ouvriers n'avaient plus le droit de se grouper. C'était le règne de l'individualisme, d'une part l'employeur, et d'autre part l'ouvrier qui était seul. Donc seul, il n'avait pas, on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures, on ne peut pas résister, on ne peut pas même négocier de la même façon. Mais c'était quoi justement la différence entre ces corporations et le syndicalisme moderne ? Les corporations groupaient quand même ouvriers et employés, donc dans une même corporation. D'accord. Tandis que là, mais on peut retrouver un esprit de corporation moderne quand il y a des négociations obligatoires entre employeurs et salariés, effectivement. Alors, il y a une réforme qui tient à cœur à ces syndicalistes jaunes, c'est la création d'une chambre de capacité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, chambre de capacité, ça part de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une assemblée, à l'époque on disait une chambre des députés, une chambre des députés avec à l'intérieur des députés, mais qui sont ces députés ? Eh bien ce sont avant tout des professeurs, des instituteurs, des médecins, des avocats, et eux se disent le monde du travail n'est pas représenté. Donc il faut qu'il y ait des chambres particulières qui représentent le monde du travail alors là ils ont évolué un peu, souvent ils se cherchaient encore une fois, mais il faut qu'il y ait
c'est un peu ce qu'il réclamait, c'est l'ancêtre du Conseil économique et social, maintenant on dit et environnemental, mais avec des pouvoirs. Et ce qu'il y a de particulier, un peu d'amusant, j'évoquais tout à l'heure avec l'intéressement et la participation le gaullisme, mais là il se réclamait également d'une réforme gaulliste avant d'arriver aux chambres de capacité, une réforme gaulliste qui n'a pas eu lieu d'être, parce que c'est ce que proposait le général de Gaulle en 1969 lors de son référendum, c'est de fondre le Sénat avec le Conseil économique et social. Et là, noir sur blanc, c'est ce que prônaient les jaunes de l'époque avec leur chef Pierre Biétry. Alors on voit que ces jaunes, ils se méfient de l'État-providence, hein. Ils aiment pas trop l'État, ils en veulent le moins possible. Pourquoi ça ? Pourquoi ils dénoncent l'étatisme ? Le moins possible, donc effectivement, le moins possible, c'est donc uniquement avec les fonctions régaliennes, politique étrangère, police, armée, justice, et tout le reste, eh bien, c'est aux producteurs de s'organiser. Ceux qui savent ce que c'est, ceux qui savent ce qu'est le bien de la nation, eh bien, ça leur semble ce qu'il y a de plus valable pour représenter. Comment représenter une nation ? Eh bien, par ses travailleurs. Alors, ils sont aussi anti-parlementaires, ces jaunes. Alors, est-ce qu'on pourrait les qualifier d'extrême droite, comme l'étaient les royalistes des années 20, 30 ? C'est un peu ce que pense un historien, très combattu depuis par d'autres historiens, Zersternel dans La droite révolutionnaire, qui lui va même très loin en parlant de pré-fascisme, mais pré-fasciste, ça semble quand même plus qu'outré, parce que je ne connais pas dans les... Il ne voulait pas d'État. Exactement. Voilà. Donc ça me semble déjà une contradiction, et on n'est pas dans ce cadre-là, non. Alors, vous dites aussi que les jaunes, ils souhaitent réorganiser la nation sur de nouvelles bases à prédominance économique et sociale. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, c'est ce qu'on évoquait précédemment, où avec un Sénat qui s'ouvre aux corporations, qui s'ouvre aux syndicats, ou alors c'est pour ça qu'il y avait des chambres de capacité. Mais ils ne sont pas ils critiquent le Parlement, mais ils ne sont pas pour rayer comme ça le Parlement, ce qui les éloigne d'autant plus également du fascisme. Alors, ils sont aussi pour une séparation de l'école et de l'État. Qu'est-ce qui les chiffonnait, là ? Eh bien, ce qui les chiffonnait, du reste, c'est un patron jaune, vu certains patrons qui avaient des visées sociales. Il s'agit de Gaston Japy, on se souvient des machines à écrire Japy. Eh bien, Gaston Japy a publié un petit livre qui s'appelle « Intellectuel exploiteur », et Biétry, donc, lui, le chef des jaunes, était tout à fait d'accord avec ça. C'est que, eh bien, ces intellectuels étaient des gens qui ne je cherche le mot qu'ils employaient, eh bien, oui, ces intellectuels, et ils visaient par là les instituteurs, notamment, on est loin des hussards noirs de la République, c'est qu'ils travestissaient l'histoire de France, et puis également, non seulement ça, mais ils arrivaient à mépriser d'une certaine façon tout ce qui était aventure coloniale, tout ce qui était travaux manuels, tout ce qui était... Les jaunes insistaient sur la formation professionnelle et ils ne voulaient pas effectivement que produire des fonctionnaires mais produire des producteurs. Mais ils étaient assez alliés, ces jaunes, avec les catholiques, avec les royalistes. Quel rapport ils avaient avec la religion catholique, les jaunes ? Eh bien, les jaunes, d'abord, quand ils cherchaient des ancêtres, en quelque sorte, eh bien, disaient oui, nous sommes dans la lignée tout à fait des premiers syndicats catholiques. Premiers syndicats catholiques qui datent de 1884. Simplement, ils étaient même... il y avait des catholiques qui écrivaient dans leur hebdomadaire, Le Jaune, je pense au Père Édouard, mais simplement, ce que reprochait aux catholiques, c'est que il ne s'adressait pas à tous les ouvriers, finalement. Il pensait qu'il y avait des syndicats chrétiens, mais qui étaient d'abord avant tout féminins, avant tout d'employés. Nous sommes au début des années 1900. La Confédération française des travailleurs chrétiens n'existe pas encore. Elle n'existera qu'au 1er novembre 1919.
Donc, il ne reproche rien aux catholiques, tout du moins à la majorité catholique, mais d'emblée, il y a des catholiques qui ne les appréciaient pas, et donc qui disaient que les geôles, avec leur côté non hostile aux catholiques ou même parfois favorable, notamment sur la question de l'école, eh bien, pouvaient nuire au développement des syndicats catholiques et de la CFTC, et qui n'existait pas encore, mais enfin, qu'il y avait quand même de plus en plus de syndicats chrétiens. Et la chose est allée loin, vu qu'il y avait aussi des patrons catholiques qui soutenaient les jaunes, et donc certains catholiques hostiles disant attention, c'est plutôt quand même des concurrents. Et puis Bietri est un personnage quand même est-ce qu'il ne prend pas, il est quand même trop allié avec les patrons par certains côtés, trop allié avec des hommes politiques, et pour ça, il leur demande de l'argent. Donc, ils sont allés au Vatican, et au Vatican, il leur a été dit par Monseigneur Benigni, le responsable donc des relations internationales à l'époque pour ce genre de questions, eh bien, oui, la sympathie pour les jaunes est vraiment très superficielle, et ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, en 1909, quand même, un constat s'impose, le syndicalisme jaune est un échec, il va disparaître. Pourquoi ? Eh bien parce que, on a évoqué Bietri, en fin de compte, a voulu créer un parti, le parti propriétiste, et comme il voulait au début, avec les syndicats jaunes, disant nous on ne fait pas de politique, contrairement aux syndicats rouges, contrairement à la CGT, eh bien lui en réalité, il a fait de la politique. Donc la première cause, c'est bien donc d'avoir mélangé en finale la politique et le social et le professionnel. C'est vraiment la cause la plus importante. Arrive aussi le développement, ils sont également pour la collaboration de classe, des syndicats chrétiens, et puis également, il ne faut pas s'en cacher que le personnage, quelquefois, donc a voulu manger un peu à tous les râteliers. Pierre Bietri. Exactement. Qui avait, quand même, c'était un personnage de l'époque, hein, c'était le rival de Jean Jaurès. On connaît tous Jean Jaurès, Bietri, personnage oublié, mais à l'Assemblée nationale, c'était des joutes oratoires entre les deux personnes. Les jaunes, un syndicalisme tricolore, donc le syndicat qui défia la CGT, un ouvrage que vous pouvez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Didier Favre, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie.